Bienvenue Africa Fashion Up. À Paris, les défilés de haute couture ont débuté le 6 juillet pour durer quelques heures effervescentes et avec une clôture le 8 juillet. Et c'est dans l'effervescence des défilés de mode, virtuels ou en présentiel, que nous recevons nos invités pour parler de la mode africaine. Cette rencontre se déroule dans le cadre du forum Cher Africa, qui est un événement en ligne. Y ont participé des penseurs, des influenceurs, des artistes, des entrepreneurs et des scientifiques issus du continent africain et de la diaspora qui ont engagé leur point de vue et donné leurs connaissances sur les principaux enjeux auxquels sont confrontés l'Afrique et le monde plus généralement. Cher Africa vise à promouvoir l'innovation, la créativité et la jeunesse du continent africain. Alors, bienvenue à Africa Fashion Up et que vive la mode. Bonjour Valérica. Bonjour Marie. Bonjour Valérie, vous êtes mannequin depuis l'âge de 15 ans, vous avez une carrière internationale, vous êtes ivoirienne mais surtout citoyenne du monde, vous avez vécu à New York, en Asie et aujourd'hui vous êtes basée à Paris. Vous êtes aujourd'hui la cofondatrice de Cher Africa. Pouvez-vous, Valérie, nous expliquer en quelques mots la place que vous avez tenu à donner à à Fashion Up dans la manifestation Cher Africa? Merci à tous d'avoir accepté de participer à ce panel. Merci Marie-Jeanne. Nous souhaitons, avec notre programme Africa Fashion Up, mettre en lumière les jeunes talents africains d'aujourd'hui qui dessinent l'Afrique du 21e siècle, tout en inspirant de leurs racines. Et notre objectif est aujourd'hui de montrer, de faire vivre la mode africaine contemporaine en mettant en lumière son influence dans les autres domaines de la création, de la culture, et notamment le cinéma, la musique, l'entrepreneuriat, et sans jamais oublier son ancrage dans l'histoire et de la tradition. Comme vous le savez, la création africaine est de plus en plus dynamique et reconnue du grand public. Son rayonnement croissant se révèle non seulement dans la reprise de ses codes par des marques et des créateurs occidentaux, mais aussi dans l'émergence et le positionnement de plusieurs marques africaines à l'échelle internationale, dont Iman Aïssi, que vous connaissez tous. En réunissant la création africaine à Paris, Africa Fashion Up souhaite devenir la vitrine de cette nouvelle mode portée par une nouvelle génération de jeunes créateurs avec des créations audacieuses, originales, avec une approche résolument contemporaine. Donc, nous voulons intéresser le public occidental avec ces créations-là et nous souhaitons, avec toutes ces créations qui vont présenter cette collection, mettre la mode en avant en passant par le streetwear, à la couture ou à des démarches un peu plus expérimentaux, aux initiatives les plus modestes. Mais c'est surtout notre ambition, c'est de mettre en lumière ces jeunes talents et de les accompagner pour l'émergence et pour la réussite de leur marque plus tard. Alors Valérie, quel message particulier souhaitez-vous adresser donc à ces créateurs qui sont déjà dans le milieu et à tous ces jeunes en fait qui veulent entrer dans la profession? Qu'est-ce que vous voulez vraiment leur dire? Quelque chose de pertinent, mais surtout quelque chose qui puisse vraiment les aider, soit à prendre conscience des difficultés ou des enjeux de ce métier, ou soit aller complètement sur la trajectoire et foncer, foncer, foncer. Ah oui, en fait, l'industrie de la mode africaine, elle ne cesse d'évoluer. Et c'est vrai qu'une nouvelle génération de jeunes créateurs désire faire les choses à leur manière et ils sont basés pour la plupart en Afrique et rivalisent par la qualité de leur beauté et de leur création avec les stylistes du monde entier. Encore faut-il puissent se faire connaître. Donc, avec notre association Cher Africa et le programme Africa Fashion Up, nous voulons vraiment les accompagner. Donc, c'est pour ça que nous avons fait un appel à candidature qui a été lancé pendant presque un mois. Nous avons reçu plusieurs jeunes qui se sont présentés. On en a sélectionné 5 qui viendront présenter leur collection à Paris. Mais nous voulons surtout, en plus de faire un défilé
plutôt classiques que tout le monde fait. Nous voulons surtout les accompagner, les former. Nous avons des partenariats avec d'autres maisons de luxe, entre autres Balenciaga et La Chaussée, qui va les accompagner, qui va les former. Il y aura aussi de mentoring pendant 6 mois. Donc, ces jeunes-là, ils ont besoin en fait d'être formés et puis d'avoir aussi les codes, comment faire pour être une grande marque. Je ne citerai pas les noms, mais qu'on trouve un peu partout en Europe et aussi en Afrique. Mais il y a des codes, il y a des formations, une façon de faire, et ces techniques-là, on n'a pas forcément. La créativité, c'est pas ce qui manque. Les jeunes, ils font des choses incroyables, mais il faut juste avoir un accompagnement, les financer et puis les aider à développer leur marque. Mais vraiment, il ne faut pas désespérer, il faut continuer, il faut se battre, hein, parce que ce n'est pas du tout évident de pouvoir réussir dans ce métier-là. Mais avec notre forum et avec tous ces participants qui nous accompagnent, que ce soit Maryse, Thomas ou Ali et Alain, justement, nous sommes là pour apporter des réponses à ces questions-là et les aider à pouvoir développer leurs projets. Merci Valérie. Une dernière question. Avec la mondialisation qui a tendance à uniformiser les goûts et surtout à émousser parfois la créativité, ne pensez-vous pas que l'Afrique doive développer ses propres codes? Je suis tout à fait d'accord. Il faut effectivement qu'on le fasse, mais après, ce qui manque réellement aux jeunes créateurs africains, c'est les contacts, c'est les codes, c'est les façons de faire. Parce que je me suis un peu renseignée avec les jeunes, hein, je me suis aperçue que la plupart, faire des vêtements, ils savent le faire. Ça, c'est pas ça le souci. Mais après, les techniques, les finitions, la façon de le faire et comment produire leurs vêtements en grosse quantité, s'ils veulent être représentés par une marque, on va dire par exemple LVMH à Paris, il faut que quand on leur demande une certaine quantité de vêtements, il faut qu'ils puissent le fournir. Et donc c'est vrai que ces aspects un peu techniques, et puis même la vente, parce que la plupart des créateurs, c'est vrai, on sait fabriquer, mais la vente, il faut des professionnels pour le faire. Faire le marketing, il faut aussi un autre service. Donc le jeune créateur en lui-même, il n'a pas forcément tous ces outils-là pour pouvoir développer sa marque. Donc c'est pour ça que nous, avec notre projet, on veut vraiment les aiguiller, les outiller pour qu'ils aillent trouver les bonnes réponses, qu'ils soient accompagnés pendant un certain temps et que demain, ils puissent tout seuls pouvoir réaliser une collection et puis être au niveau, on va dire, du code occidental ou même au niveau international pour qu'ils puissent représenter leur marque. Merci beaucoup Valérie. Surtout, vous ne bougez Merci. pas. Maintenant, je vais aller vers Istanbul. Istanbul, êtes-vous là? Bonjour Alain Niava. Bonjour, bonjour Marie, comment tu vas? Je Bien, suis très bien, Alain. Alors, Alain, je vais vous voyez parce que ça fait plus pro hein, dans ce métier, les tutoiements, on va dire, ça y est, c'est sa copine, elle va lui poser des questions sympas. Ben non, pas du tout. Alors, Alain, je vais vous présenter. Vous êtes un créateur de Côte d'Ivoire, mais vous êtes un homme, comme on dit, multitalent. Vous avez plusieurs casquettes à votre arc, plusieurs, pardon, flèches à votre arc. Vous êtes designer, créateur de mode, accessoiriste. Vous créez vos propres tissus. Vous êtes industriel, membre de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ingénieur informatique. Alain, vous êtes aussi une figure pionnière dans votre domaine, car vous êtes vraiment, je peux le dire, un des rares créateurs avec qui je peux parler d'économie de la mode. Alors, parlons du nerf de la guerre, c'est-à-dire de l'argent, un des freins qui, malheureusement, manque le plus aux créateurs du continent, mais pas seulement du continent, si vous voulez, on pourrait dire du monde entier. Alain, comment expliquez-vous que dans nos pays, en Afrique, les pouvoirs publics et les ministères concernés, en fait, ont l'air de ne pas du tout prendre en compte euh, toute cette créativité, toute cette jeunesse, tous ces talents qui sont dans la mode. Pourquoi il y a ce sentiment de solitude alors que quand on voit ce qui se passe par exemple en France dans la haute couture ou la ville de Paris est en train de
donner un tapis rouge à toutes les marques, mais aussi à tous les médias qui les accompagnent? Pourquoi une telle différence alors que je crois que sur notre continent, on aime tellement se saper, s'habiller, faire le beau, parce que c'est un acte presque social. Comment expliquer en fait cette espèce de gap entre ce foisonnement qu'il y a créatif et puis ce silence et cette froideur des pouvoirs publics? Euh, Merci Marie-Jeanne, merci pour cette question. Je dois dire que nos gouvernements n'ont malheureusement pas intégré le fait que notre domaine d'activité est un domaine d'activité créateur de richesse et aussi pourvoyeur d'emplois. Et donc, ça fait que avec les querelles politiques, ils n'arrêtent pas d'aller de l'avant. Donc, du coup, nous sommes des délaissés pour compte. Voilà de manière succincte ce que je pourrais dire sans trop m'engager, sans trop indexer. OK? Mais d'une manière générale, le besoin est là, le besoin de pouvoir financer certaines structures, le besoin de pouvoir développer un secteur d'activité est fortement présent. Mais le fait que les guerres politiques prennent le dessus, nous sommes abandonnés. Donc, résultat, c'est des domaines dans lesquels il faut injecter de l'argent, mais cet argent va vers les guerres politiques. Donc, ça n'évolue pas. Donc, on peut dire que la mode, finalement, en Afrique est une victime collatérale de la guerre d'ego que se livrent nos dirigeants. Oui, c'est vrai, c'est en partie ça, mais il faut dire aussi que le créateur en lui-même ou l'acteur de la mode est en partie responsable. Nous sommes trop souvent à attendre la main tendue de l'État en griffe. Nous sommes trop souvent là à attendre des institutions financières, alors que nous-mêmes, nous pouvons déjà à notre niveau générer un certain nombre de fonds, monter des capsules de collection, pouvoir grandir tranquillement. Ce n'est pas totalement le fait des manques de finances. Il faudrait que par l'ingéniosité, le créateur aussi puisse déjà s'affirmer et qu'il puisse intéresser aussi l'environnement financier. Je le dis oui parce que je pense que quand j'étais pas assez mûr et que je me suis approché de certains établissements financiers, ou du moins j'étais peut-être mûr mais j'étais pas assez connu, ça a été ça. Je me suis construit financièrement avant maintenant d'avoir des clins d'œil d'entreprises financières qui reviennent. Donc pour dire que le créateur doit pouvoir déjà développer un certain nombre d'aptitudes pour intéresser l'environnement financier. Alors justement, Alain, vous êtes là parce que vous êtes, comme je dis, un acteur important de la mode en Côte d'Ivoire et vous avez réussi, à force de travail de persuasion, à sensibiliser des établissements bancaires afin qu'ils financent justement la mode donc, à Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez procédé? Parce que en général, c'est un milieu qui est très rétif à la création et qui est très rétif en plus aux petites entreprises. Tout à fait, tout à fait. Il faut dire que ça n'a pas du tout été facile. En plus de 20 ans d'activité, aucun établissement financier voulait pouvoir financer et accompagner surtout le développement de nos activités. Et je dois dire que je salue quand même l'effort de nos devanciers qui ont pu montrer leur sérieux, leur courage et leur dynamisme à travers leurs activités. Et c'est comme ça que nous, rentrant dans le sillage, nous avons pu servir auprès de certains établissements financiers où ils ont pu voir euh, les méthodes, le professionnalisme et la qualité de nos services. Et c'est comme ça que, à force de les solliciter, ils ont fini maintenant par donner leur accord pour accompagner donc les membres de notre association pour le financement donc aux équipements et financement des collections et financement aussi donc de tout développement de l'entreprise de mode. Donc il y a 2 établissements financiers en Côte d'Ivoire qui ont accepté de faire cet accompagnement-là. Donc les montants d'accompagnement dès le départ s'élèvent
à 50 millions et plus, fonction donc de la taille donc, des entreprises qui demandent. Alors, Alain, beaucoup d'entreprises de mode sont dans le secteur informel, on peut dire la majorité, et donc peu rentables selon certains critères bancaires orthodoxes. Est-ce que la diversification de l'offre, comme vous le faites, puisque vous faites aussi bien du prêt-à-porter donc pour des entreprises, vous faites du cuir aussi, vous avez un des premiers à avoir lancé des collections de sacs en cuir en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette diversification de l'offre en allant davantage peut-être vers les accessoires, peut-être une voie pour les créateurs? Absolument. Tout créateur, quand il veut sublimer sa marque, quand il veut montrer son accomplissement, ajoute toujours un élément de luxe donc, qui se rattache à sa marque. Et donc, certains font de la bijouterie, certains font de la maroquinerie et bien d'autres. Je pense que l'accessoirisation est tout ce qui peut sublimer vraiment un produit. C'est l'élément de luxe par excellence qui peut s'acheter assez facilement, qui n'a peut-être pas besoin d'essayage, de retouches et de travail supplémentaire, entre griffes. Il suffit de l'acheter en boutique, on l'achète pour sa beauté, on l'achète pour son utilité, on l'achète pour sa griffe et pour le luxe qu'il représente. Et ça peut être un élément qui va booster l'entreprise de mode qui en produit. Merci Alain, surtout vous ne bougez pas non plus, vous restez à Istanbul, mais vous êtes avec nous bien sûr. Merci. Bonjour Ali Rakib, vous êtes enseignant, Bonjour. formateur et consultant. Vous avez lancé la société For With Us, un bureau d'ingénierie culturelle oui, c'est ça, qui fournit et édite des matières premières et des textiles rares et qui s'attache à protéger les patrimoines immatériels. Fournisseur de tissus, vous passionnez aussi pour les questions d'appropriation culturelle et de développement responsable. Ali, on peut dire que depuis Yves Saint-Laurent, qui a insufflé sa passion du Maroc dans la haute couture, l'Afrique a été d'une manière plus ou moins présente dans la création textile européenne. Comment le continent peut-il aujourd'hui, après toutes ces années, tirer profit de cet engouement? Alors, par différents moyens, parce que cet engouement est en fait pluriel. Il y a des engouements, il y a différentes formes. Il y en a qui sont saines, comme l'exemple d'Yves Saint-Laurent, qui a habité l'Afrique, habité le Maroc, qui s'en est nourri et il a fait travailler des locaux. Donc, il y avait une espèce, ce qu'on appelle l'acculturation, qui est l'alter ego de l'appropriation culturelle. L'acculturation, c'est vraiment un attrait culturel mutuel entre deux cultures voisines ou différentes. Et je pense que l'Afrique peut aussi profiter de cet engouement en essayant, en gardant en tête que le marché du textile et que le marché de la mode est quand même un marché avant tout. C'est-à-dire qu'il est soumis au darwinisme économique. À un moment donné, il y a des entreprises qui naissent et des entreprises qui meurent. Les plus talentueux subsistent, les moins créatifs disparaissent. Quand on vend, on paie ses factures et puis on peut manger. Puis quand on ne vend pas, on ne peut pas payer ses factures. Donc à un moment donné, qu'on soit mode africaine, mode polynésienne, mode européenne ou mode américaine, voilà, l'important, c'est d'être déjà en accord avec son métier de créateur de mode. Euh, et à partir du moment où on fait son métier avec respect, avec passion, qu'on s'applique dans la technique, qu'on s'applique dans le rendu, qu'on s'applique finalement dans la qualité de la matière, dans la sélection des matériaux, j'ai envie de dire, les choses ont beaucoup plus de chances statistiquement d'avancer. Après, comme expliqué, il y a aussi un souci au moment donné de la finance. C'est qu'en Afrique, dans n'importe quel pays d'Afrique, tout comme dans n'importe quel pays du monde, une bonne idée parfois ne se suffit pas elle-même. Il lui faut un carburant. C'est comme un avion. On a beau élaborer les avions les plus techniques, les plus sophistiqués du monde, s'il n'y a pas de tremplin, s'il n'y a pas de tarmac, s'il n'y a pas de piste de décollage, à un moment donné, il ne décollera pas. Il faut quand même qu'il soit dans l'air pour qu'il puisse exploiter au maximum ses capacités. Une entreprise, notamment dans la mode, c'est pareil. À un moment donné, il lui faut de la ressource, il lui faut du carburant. Et l'argent est un gros souci en Afrique. Je ne pense pas seulement à la corruption,
parce que de mon point de vue d'Africain, mais né en France et habitant en France, je ne peux pas me permettre de donner finalement mon opinion sur ce qui se passe en Afrique. Ben, vous êtes toutes et tous mieux placés que moi. Mais par contre, du point de vue des reliquats coloniaux ben, qui subsistent en Afrique, et là je cible clairement le franc CFA et tous ces freins, on va dire économiques, qui font que même quand tout le monde finalement avance dans le même chemin et a du courage et travaille dur, ben, c'est quand même difficile. Mais j'ai quand même bon espoir. J'ai bon espoir parce qu'un anthropologue, il apprend aussi à voir par transposition. Ça veut dire qu'il fait des parallélismes. Quand une situation est un peu trop floue à son goût, quand il a le nez trop proche du tableau, il a besoin de prendre du recul, il fait une transposition. Donc, il étudie un domaine parallèle. Et le domaine parallèle qui est culturel et artistique au même titre que la mode, que j'ai observé en Afrique, notamment dans l'Ouest, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, c'est le cinéma. L'Afrique a réussi à tirer son épingle du jeu du point de vue cinéma. Alors, on sait que le cinéma, ce sont les États-Unis qui ont le monopole international pour des milliers d'années. OK, il y a Hollywood, ça, tout le monde est d'accord. Mais en dehors des États-Unis, il y a le reste du monde. Il y a l'Inde avec les studios qu'on appelle Bollywood. La France essaie de faire un petit peu sa place, mais elle a beaucoup de mal. Il y a l'Asie qui arrive finalement à tirer quelque chose, mais c'est que pour les Asiatiques. Et l'Afrique, finalement, notamment l'Afrique de l'Ouest, elle a eu la bonne idée de sortir du schéma du cinéma de grande envergure, le cinéma hollywoodien, pour sortir un cinéma d'auteur. Et donc, on a des petites productions, des petites séries TV, on a des petits feuilletons, et puis ça enchaîne et ça enchaîne et ça enchaîne. Et la Côte d'Ivoire, et notamment Abidjan, fait partie du top 5 des villes dans le monde qui produit le plus de contenu cinématographique. Et c'est Alors, quand même… je vous interromps, il y a le oui. Nigeria qui est numéro 2, donc qui produit plus de films que Hollywood. Le premier, c'est l'Inde, le deuxième, c'est le Nigeria, troisième, Hollywood. Les derniers chiffres, donc n'oubliez pas le Nigeria. Ah Le ben, Nollywood. Nollywood, oui. ça corrobore finalement, d'où l'intérêt dans la discussion anthropologique de partager finalement ces idées, parce que ça nous permet d'avoir des chiffres beaucoup plus actuels et beaucoup plus mis à jour. Et merci. Ben, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est pour ça que je parle d'Afrique de l'Ouest et Nigeria, ben, du coup, qui rentre un peu plus à l'intérieur de l'Afrique. On a quand même de l'espoir. En fait, avec de la créativité, on peut se débrouiller finalement pour faire son chemin. Plus on va retirer de ressources et plus on va retirer les moyens des Africains, et plus ils vont faire preuve de créativité pour trouver malgré tout un chemin. C'est la résilience territoriale. Et du coup, pour en revenir à la mode, j'ai quand même bon espoir qu'on en revienne un petit peu à de la mode d'auteur. Actuellement, les créateurs de mode avec qui j'ai eu la chance de travailler sont parfois un petit peu trop axés sur un idéal en fait qui est un petit peu trop pharaonique, un petit peu trop géant. Je vais devenir le futur Asdin Ayala, je vais devenir le futur ci, le futur ça, etc., etc. Mais il y a des étapes avant d'en arriver à là. Et puis quand on n'a pas les pieds en Europe, malheureusement, parfois c'est plus difficile. Mais avec une méthode africaine, à l'africaine, par des Africains, pour des Africains, bah, finalement, ça nous permet de nous exporter, de nous ouvrir au monde. Et comme j'expliquais la dernière fois, l'Afrique, historiquement, a toujours été un territoire d'explorateurs. Donc d'abord d'explorateurs internes. On a beaucoup de traces historiques, de documents, de manuscrits qui racontent en fait les récits de voyageurs qui traversaient les frontières qui n'existaient pas encore à l'époque, avant les colonies, qui voyageaient de peuple en peuple, qui traversaient le Sahara en long, en large et en travers, et qui apportaient des récits, qui apportaient de la diversité culturelle, et qui finalement allaient explorer le monde, allaient explorer les confins du monde, et revenaient finalement avec des matériaux et des idées, des récits nouveaux. Donc, moi, j'ai quand même bon espoir aujourd'hui que l'Africaine et l'Africain retrouveront finalement cette appétence à explorer le monde, pas forcément explorer l'Europe, parce qu'à un moment donné, c'est surfait, on la connaît par cœur, on la voit à la télé tout le temps, et peut-être que ça ne nous correspond pas. Et peut-être qu'on trouvera beaucoup plus de résonance avec des pays à l'Est comme l'Asie, avec des pays au Sud ou des pays internes. On a tellement de choses à découvrir à l'intérieur même de l'Afrique que j'ai quand même bon espoir aujourd'hui de voir des créateurs aller s'inspirer à l'intérieur même de leur continent. Merci Ali. Comment les questions d'appropriation culturelle doivent être posées pour déboucher sur des solutions pérennes, soit de reconnaissance, soit de droit également? Alors, on peut les aborder, j'ai envie de dire,
du point de vue éthique, c'est-à-dire de manière très simplement, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Et là, il suffit juste de se poser la question, ai-je l'impression de piller une propriété intellectuelle? Une marque que je ne me permettrai pas de citer, qui va visiter les Maasai, et en plus qui publie dans les réseaux sociaux son voyage auprès des Maasai, et qui en revient, et la saison suivante, elle crée une collection avec un copier-coller millimétré de tout, finalement, leur tissu, leur quadrillage, leur design, sans citer leurs sources et sans remercier finalement les auteurs et sans reverser les bénéfices finalement à leurs auteurs. C'est ce qu'on appelle du vol de propriété intellectuelle, du pillage. C'est l'exercice d'une supériorité coloniale complètement passéiste et absolument plus du tout à jour depuis plus de 100 ans. Et là, on est clairement dans de l'appropriation culturelle. Après, on a d'autres exemples où on était quand même à mi-chemin, et dans ce cas-là, on en fait souvent appel à des sociologues. Une marque a voulu faire des sacs à main avec un design inspiré d'une culture subsaharienne au niveau de la Mauritanie, mais voulait quand même modifier les motifs. Ils voulaient modifier les motifs, mais garder, on va dire, un petit peu l'aura de ce design et les matériaux, le raffia. Et là, ils se sont dit, on est quand même à mi-chemin parce qu'on a quand même modifié les motifs, on les a retouchés, mais l'âme de ce produit est quand même ciblée en Mauritanie. Donc, ils ont quand même fait appel à des sociologues et ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Mais là, j'ai envie de dire, le simple fait de se poser la question et d'annoncer à sa clientèle, d'annoncer sur son site internet et dans les médias que l'idée vient de ce territoire-là et que ce savoir-faire appartient à tel peuple, c'est déjà un bon chemin de parcouru. Et puis, on a le troisième exemple, et là, du coup, je peux le citer parce qu'il est entré dans le domaine public. C'est Dior qui a fait une collaboration avec des Marocains et qui a fait son défilé au Maroc et qui a fait fabriquer ses produits par des Marocains et qui a cité leurs sources et qui a reversé les bénéfices à ces associations. Là, on n'est pas du tout dans un cas d'appropriation culturelle. Ce que je leur ai dit, c'est qu'il y avait peut-être une autre façon de clore la collaboration plutôt que de partir aussi vite qu'ils sont arrivés. Mais mis à part, là, c'est un autre problème, on va dire, c'est un problème économique, c'est pas un problème culturel. Mais en ce qui concerne l'appropriation culturelle, ils ont fait le job correctement. Donc là encore, j'ai quand même bon espoir pour le futur. Beaucoup d'entreprises ont fait des erreurs, ont fait des bêtises. Elles se sont fait taper sur les doigts. Aujourd'hui, elles ont peur. Elles ont très, très peur de ces scandales d'appropriation culturelle. Elles font très attention, elles posent des questions, elles créent des collaborations, des co-créations. Et c'est finalement une chance pour l'Afrique parce que l'Afrique est actuellement en vogue. Et il faut saisir le train en marche et il faut accepter les collaborations, accepter l'ouverture au monde et prendre à bras le corps ces opportunités. Une dernière question, Ali, vous allez répondre en 40 secondes. Est-ce que le fait d'avoir des marques déposées qui soient reconnues internationalement, de même que le champagne, sauf depuis la teinte russe, est un produit typiquement français, est-ce que l'Afrique ne devrait pas aussi déposer ses marques, déposer ses logos, afin que le Bogolan soit un Bogolan et qu'il soit du Mali et qu'il soit protégé et que finalement toute cette culture qu'il y a derrière le Bogolan, mais derrière le Kente, derrière le Kita, le Ndop et tous ces textiles d'Afrique ait une espèce de protection, puisqu'il y a quelques années, la dentelle de Chantilly en France était protégée. 40 secondes. 40 secondes, il faut que je réponde vite. Alors, j'ai envie de dire oui et non, ça c'est la réponse que personne n'aime, mais je vais m'expliquer. Il y a les dentelles d'Alençon qui sont classées au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, les tapisseries d'Aubusson, et ça n'a pas empêché des industries américaines et chinoises de les copier. Ils ont été assez habiles juridiquement pour les copier juste assez pour ne pas rentrer finalement dans la copie parfaite et se protéger finalement du problème juridique. Donc j'ai envie de dire, si on se protège par le bouclier de la juridiction uniquement, on aura face à nous des industries qui ont des avocats super puissants qui arriveront de toute manière à contourner. Maintenant, il y a quand même une information qui n'est pas encore officielle, qui a été décidée par les Nations Unies. Il s'agit du protocole de Nagoya. Donc, le protocole de Nagoya, c'est une loi des Nations Unies qui protège la propriété intellectuelle, mais sur le domaine de la pharmaceutique et de la médecine. Parce que pendant plus de 100 ans, des chercheurs, des industries pharmaceutiques du médicament allaient en Amazonie, allaient en Himalaya, Sumatra ou en Afrique, rencontrer des guérisseurs, des chamans, des sorciers pour aller identifier des racines, des écorces, des plantes médicinales
et identifier finalement un bienfait dans un principe actif, dans une molécule, synthétiser la molécule, en faire un médicament ou une crème anti-rides et la commercialiser et ne pas rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, les Nations Unies ont voté dans la ville japonaise de Nagoya, le protocole de Nagoya, qui sanctionne très lourdement ce qu'on appelle cette biopiraterie. Donc, c'est une piraterie biologique et c'est du vol de propriété intellectuelle. Donc, elle arrive à donner à des peuples autochtones qui n'ont même pas de carte d'identité dans leur propre pays une propriété intellectuelle et de sanctionner des multinationales qui pèsent des milliards et des milliards. Et donc, il faut savoir que cette loi est en train de s'ouvrir à tout type de patrimoine immatériel et de savoir-faire, pas seulement dans le cosmétique, mais aussi dans l'artisanat. Donc, il se peut que dans quelques années, automatiquement, le Bogolan, le Faso-Nafani, tous ces artisanats, ces savoir-faire, le Ndop au Cameroun et j'en passe, seront automatiquement protégés parce qu'ils ont déjà été reconnus par l'UNESCO en tant que patrimoine immatériel. Merci beaucoup, Ali. Vous restez avec nous, n'est-ce pas? Maryse du Rwanda, Maryse Mbonyu Mutwa, pardon, excusez-moi, j'ai écorché votre nom, Maryse. Vous avez cofondé Pink Mango, une société spécialisée dans la fabrication de vêtements et qui est très à cheval sur les questions de RSE. Cela se traduit par des repas gratuits pour les employés, l'âge de la retraite à 45 ans et un certain nombre d'avantages sociaux pour tout le personnel. Directrice de Pink Mango, vous avez créé un modèle exportable partout dans le continent, mais également sur le monde. Maryse, l'absence de sites industriels permettant à la mode africaine de se développer est un danger pour le continent. Comment avez-vous combattu les préjugés pour vous lancer dans l'aventure de Pink Mango? Une seconde question, est-ce que Pink Mango pense se déployer dans d'autres pays que le Rwanda? Oui, bonjour, merci, merci Marie-Jeanne. L'absence de préjugés, oui, c'est vrai que le mot préjugé, nous sommes dans notre deuxième année d'exploitation au Rwanda. Et c'est vrai que le plus grand combat que nous avons aujourd'hui, au-delà de notre expertise de production, c'est vraiment le préjugé. Par contre, moi étant quelqu'un de très positif de nature, je me concentre aussi sur le côté positif de ce préjugé. Au moins, c'est vrai que par rapport, moi, ça fait 22 ans que je suis dans le métier. Donc, j'ai d'abord commencé par faire du sourcing en Chine, donc basé en Belgique, en travaillant pour plusieurs marques de grande distribution dans plusieurs pays européens, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et d'autres. Donc, principalement, donc les premières années, j'ai été beaucoup en Chine, en sourçant des usines pour leur production. Ensuite, le coût de la main-d'œuvre en Chine augmentant d'année en année, on s'est déplacé, le Bangladesh, le Vietnam, le Cambodge. Il y a que je n'ai pas fait. Donc, il y a quelques années, quand l'Éthiopie s'est présentée comme une alternative à ces pays d'Asie du Sud-Est et un potentiel pôle de production en Afrique. Donc, on a été une des premières sociétés à sous-traiter une partie de nos productions en Éthiopie. Et partant, le résultat étant assez concluant, on a décidé finalement de délocaliser la production que nous avons en Chine et dans d'autres pays au Bangladesh, mon associé étant un industriel chinois du textile, donc en Afrique, en commençant par le Rwanda. Et c'est vrai que le préjugé, comme je disais, il y a quand même un aspect positif à ce préjugé, c'est que quand vous arrivez parmi des centaines de fournisseurs, quand vous frappez une porte d'une grande marque de grande distribution et que vous dites « je peux vous fabriquer des parkas de ski au Rwanda », vous êtes sûr d'avoir au moins l'attention. Voilà, contrairement à un fournisseur chinois qui, lui, a en face de lui des centaines d'autres concurrents. Mais ce que je dois quand même dire, cela était possible effectivement par l'expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de délocaliser, oui, la production, mais c'est vrai que c'est toute l'expérience, aussi bien celle de mon associé qui, lui, n'est que dans la production. Donc, lui, il a un groupe d'usines, donc comme j'étais en Chine et au Bangladesh, mais aussi de mon côté, toute l'expérience et le carnet de contact, ça passe par la confiance. Ça passe par la confiance. Et c'est vrai que ça a permis de leur rassurer en disant, mais tiens, on a non seulement l'expertise chinoise de sociétés avec lesquelles on travaillait, dont on connaît les standards.
Ensuite, l'expertise qui vient d'Europe, donc c'est une société qui connaît nos desiderata, qui connaît le métier, qui connaît les normes. Donc, c'est ce qui a permis cette aventure au Rwanda. Par contre, de nouveau, effectivement, comme tout nouvel arrivant, nous sommes obligés de quand même faire mieux que les usines en Chine, parce qu'il faut pouvoir justifier, nos acheteurs doivent pouvoir justifier auprès de leur direction la délocalisation vers des contrées qui font encore très peur, parce que déjà l'Afrique, on la globalise, on va en Afrique, il y a un problème dernièrement, c'est vrai que l'Éthiopie traverse en ce moment quelques soucis politiques, alors du coup, on nous demande si ça va bien, alors que c'est en Éthiopie, donc nous sommes en train de produire au Rwanda, ce qui se passe en Éthiopie n'impactera pas votre production, donc il y a quand même un apprentissage, une éducation à faire encore aujourd'hui. Voilà. Donc, pour répondre à votre deuxième question, oui, nous avons commencé au Rwanda parce que moi, je suis originaire du Rwanda. C'est vrai que bien que j'ai passé les 27 dernières années en Europe, mais c'est beaucoup plus facile de commencer dans un pays où je maîtrise la culture. Voilà, parce que pour avoir délocalisé en Éthiopie et avoir vu ce qu'ont fait d'autres groupes chinois ou indiens ou sri-lankais qui se sont implantés sur place, qui ont fait des modèles copier-coller de ce qu'ils font chez eux, en laissant très peu en laissant très peu de part à l'intégration culturelle. Moi, j'anticipe que ce ne seront pas des modèles durables, parce que c'est impossible dans une industrie comme la nôtre, qui emploie autant d'ouvriers, de négliger l'intégration culturelle. Donc, on commence au Rwanda, un modèle où on est en train d'instaurer à la fois une expertise de production, mais une responsabilité sociétale, comme je vous le disais. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous employons presque 2000 ouvriers, un peu plus de 2000 ouvriers à date aujourd'hui, donc 85% de femmes, 75% en moins de 25 ans. En général, on tique vraiment toutes les cases des projets de développement. Et voilà, avec 85% de femmes, il nous fallait mettre en place des politiques de responsabilité sociétale concrètes, pas juste nous sommes une entreprise responsable. Donc voilà, on a la distribution des repas pour les 2000 ouvriers, on distribue des serviettes hygiéniques tous les mois gratuitement à toutes les femmes et jeunes filles qui travaillent dans l'entreprise. Le 16 juin, journée internationale de l'enfant africain, on a lancé un projet pilote d'une crèche, parce qu'on a beaucoup de filles mères également, ou même tout simplement de familles n'ayant pas de solution digne pour faire garder leurs enfants. Voilà, donc voilà. Et la troisième, donc, et le prochain projet, c'est d'exporter ce modèle-là, une fois que nous l'aurons peaufiné au Rwanda, de l'exporter dans d'autres pays. Donc, le prochain pays sera la Tanzanie. L'année prochaine, fin de l'année 2022, nous ouvrirons une usine de tailoring, de costumes. Et ensuite, la prochaine étape, ce sera l'Afrique de l'Ouest, où nous souhaitons reproduire ce modèle également. Merci beaucoup, Maryse. Certaines voix préconisent la délocalisation en Asie plutôt que la fabrication et la transformation endogène. Croyez-vous que l'industrie de la mode africaine est viable? Ah oui, absolument, absolument. Comme le disait Valérie dans son introduction, s'il y a bien une chose qui ne manque absolument pas en Afrique, c'est la créativité et c'est l'ingéniosité. Il vous suffit tout simplement d'aller vraiment dans les campagnes les plus reculées où que j'ai pu aller en Afrique, de voir des enfants construire avec 2 bâtons, un bout de pneu et quoi que ce soit. Donc, la créativité, elle est vraiment présente. Ce qui manque, c'est l'infrastructure de production pour commencer. Et puis, comme Valérie le disait également, l'accompagnement de nos jeunes créateurs. C'est pour ça que nous, on a aujourd'hui une initiative qu'on a hâte de vous présenter. Donc, normalement, au mois de novembre, on va lancer la marque Assanti. Et d'ailleurs, l'origine du mot, de la marque, du mot Assanti, est inspiré du Swahili, du mot Asante qui veut dire merci en Swahili, parce que c'est une marque que je voulais vraiment comme un merci
qu'on va donner à l'Afrique pour toute cette inspiration qu'elle a donnée au reste du monde, pour toute sa contribution au reste du monde et le merci qu'elle n'a jamais reçu. Alors, en collaboration, donc aujourd'hui, on a des designers, des créateurs de 10 pays d'Afrique différents, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, du Rwanda, de la Tanzanie, du Kenya, de l'Angola, de la République démocratique du Congo, on ne peut pas oublier nos sapeurs, et de l'Afrique du Sud. Donc, on les a réunis en une équipe et ils sont en train de travailler donc, sur les créations d'Ashanti et ce sera vraiment notre façon, comme je disais, de dire un merci à ce continent qui attend, qui contribue au monde et on va le faire via la mode. Et pour les épauler et répondre à la question si elle est viable, donc nous avons lancé un bureau aujourd'hui, il se trouve à Londres. Donc, c'est 7 personnes qui sont toutes expertes qui viennent de l'industrie du luxe. La dame qui gère le bureau était vice-présidente de développement product, vice-président product development chez Burberry. Et elle a réuni une équipe de 7 personnes qui sont passées par les plus grandes maisons de mode européennes, aussi bien les françaises, les italiennes que les anglaises. Et ce que l'équipe fait, c'est vraiment une équipe de support pour nos jeunes et moins jeunes. On a aussi bien des plus établis, mais qui ont aussi besoin de cet accompagnement. Et ce qu'on fait, c'est que on leur fait profiter de toute l'infrastructure d'Ashanti à toutes les étapes, aussi bien du développement de la collection. Donc, quand on fait le développement de la collection pour Ashanti, ils suivent exactement les mêmes étapes. Donc, il y a un accompagnement qui est fait à ce moment-là, mais ils vont nous suivre aussi bien dans l'élaboration de la politique marketing, l'élaboration de politique de pricing, la distribution, la communication, le marketing, etc. Et on célébrera nos designers par un corner spécial dans les boutiques et en ligne également, où on commercialisera sous leur propre marque un de leurs produits. On commence par un modèle, mais on espère qu'à l'avenir, on pourra en prendre plusieurs, qui aussi aura traversé tout le process que suivra Ashanti pour être sûr de les mettre à niveau et qu'ils puissent concurrencer d'autres marques globales. Merci beaucoup, Maryse. Ashanti, Maryse. Ashanti, thank you. Pour rester avec nous et surtout, je pense qu'on parlera d'Ashanti très bientôt. Thomas Mondo, vous êtes là? Bonjour Thomas. Ah. Bonjour. Bonjour Thomas. Thomas, vous êtes fondateur de Belle Amie, c'est un très joli nom, Belle Amie, ce cher héros de Maupassant, n'est-ce pas? Thomas, vous êtes donc fondateur de Belle Amie, disais-je, une société de communication, de conseil en stratégie et de création dans les domaines du luxe, de la beauté, du lifestyle et de la culture. Thomas, vous êtes un ancien du luxe, même vous y êtes toujours, vous avez travaillé dans des très grandes maisons qu'on ne citera pas. Selon vous, quel est l'intérêt aujourd'hui pour l'Afrique de s'intéresser au luxe? Quel est l'intérêt pour l'Afrique de s'intéresser au luxe? Oui. Alors, j'adore les questions un peu tricky comme ça, où c'est vraiment… mais la réponse est très simple. Il n'y a pas besoin de s'intéresser. De toute façon, le luxe, de facto, est aujourd'hui le sujet ou l'un des sujets les plus fondamentaux qu'on puisse vivre. Parce que, alors, à la fois sociologiquement, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, il y a ce qu'on appelle un mouvement qui est la luxurisation du quotidien. Donc là, on va faire un petit cours de planning, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, quand vous parlez de luxe, et mes étudiants, j'ai créé un master à l'ESG de communication du luxe, je commençais toujours mes cours en disant, parce que tout le monde vous disait, oui, mais moi, j'aime pas le luxe, monsieur, etc. Et je disais toujours, c'est très simple, sortez vos ordinateurs et montrez-moi vos téléphones. Voilà, ça s'arrêtait là. Parce qu'en fait, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, on est dans une esthétisation du monde. C'est ça le luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne supporte plus le moyen ou le moche. Donc, il y a une montée en gamme des consciences et des exigences même du public. L'iPhone ou Apple, on peut citer des marques en ligne, a changé la donne pour, par exemple, l'industrie du téléphone, de la téléphonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un téléphone classique, basique, moche ou pas si beau
Si ce n'est pas une œuvre d'art esthétique, ben, en fait, on va chez iPhone et on est prêt à payer 1 000 € le téléphone. Donc, en fait, toute la culture esthétique du monde a changé quelque part. Aujourd'hui, même quand, ce qu'on appelle les marques fast fashion, on a parlé de copie et de propriété intellectuelle tout à l'heure. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, je n'ai pas pu rebondir sur ce qu'Ali disait, mais c'est un sujet sur lequel il faut revenir parce que c'est très important, notamment pour l'Afrique. Et donc, je parlais des marques fast fashion. Mais que font les marques fast fashion? La fast fashion, c'est simplement des marques qui s'inspirent des maisons sur les podiums, de la mode sur les podiums, qu'elles vont tout de suite copier et qu'elles vont répliquer dans la rue tout de suite. Donc, en fait, on est dans un monde aujourd'hui qui ne supporte plus le moyen ou le moche. Et donc, tout est luxe, en fait, aujourd'hui. Donc, l'Afrique n'a pas le choix. Et ça, c'était sur le fond et sur la forme, en fait. Euh, euh, dans ce qui est l'idée du luxe, donc c'est l'idée d'une image sophistiquée, travaillée, etc. L'Afrique a sa place à partir du moment où elle sait le faire. On va parler de craftsmanship, on va parler de savoir-faire, on va parler d'artisans. Tout ça, l'Afrique le possède. Ce serait dommage d'être le continent le plus riche et d'avoir le plus grand nombre de ressources et d'être le moins sophistiqué et d'être le moins luxe, comme vous le dites. Donc, luxe et Afrique, ça va de pair. Maintenant, il faut juste que l'Afrique sache trouver sa place et sache écrire et créer son luxe. Voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, le continent est de plus en plus scruté par les grandes maisons occidentales. Euh, Comment vous interprétez ça? Est-ce que c'est une quête de nouveaux marchés, de nouvelles cibles, ou il y a quelque chose derrière? Il y a plein de choses. L'Afrique est un continent d'inspiration, de toute façon. N'oublions jamais Lucie. Lucie, l'Afrique, c'est la terre, la terre nourricière. Donc, tout vient de l'Afrique. Donc, en fait, aussi bien dans les ressources, aussi bien dans les paysages, aussi bien dans les personnes, aussi bien dans la chaleur. Aujourd'hui, on parle d'un monde beaucoup moins chaleureux, beaucoup plus froid, etc. En Afrique, pourquoi est-ce que les gens vont en Afrique et se sentent si différents? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on se sent finalement toujours bien accueilli? Parce que c'est le caractère. Donc, c'est aussi ça que le monde, on va dire, européen, occidental ou le monde, le Nord cherche dans le Sud. Et l'Afrique a énormément de potentiel et de talent. C'est-à-dire qu'en fait, l'Afrique par son volontarisme, l'Afrique par sa résilience, l'Afrique par sa positivité, finalement, parce que vu ce que ce continent a subi, continuer à vouloir avancer, se lever et parler, il faut souvent savoir reconnaître, et ça, c'est un problème que nous, on a en tant qu'afro-descendants africains ou d'origine africaine, c'est qu'on ne sait pas toujours dire c'est génial. Et c'est un problème. C'est-à-dire que si tu ne sais pas à un moment dire ce qu'on a fait là, c'est pas mal ou c'est bien, mais personne ne le dira pour toi. Le monde et quand je nous écoute, nous encore, on est dans une posture et une position, on va dire, pas confortable, mais nous avons des positions établies. Vous voyez, nous avons quand même des situations. Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes qui nous écouteront, aux jeunes qu'on doit inspirer, faut être décomplexé, il faut y aller en fait. Le monde ne donnera rien aux Africains si les Africains ne se prennent pas en marche, si les Africains ne se prennent pas par la main, s'ils ne se mettent pas en marche. Un exemple très simple, la Chine. La Chine, il y a 30 ans, Deng Xiaoping, ouverture, la Chine était le tiers-monde du luxe. 30 ans plus tard, un pays, continent qui s'est mis en ordre de marche, qui a décidé à travers une vision on va y aller, de dominer le monde. Aujourd'hui, un client sur 3 du luxe, de l'industrie du luxe, est chinois. Un client sur 2 est asiatique pratiquement. Et le reste, on peut aussi parler des Noirs américains, ce qui est intéressant, parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Donc, quand on parle d'Afrique et des Africains, les Africains ont toujours été des grands clients et consommateurs de luxe, de l'industrie du luxe, des connoisseurs de l'industrie du luxe, parce qu'ils achètent beaucoup. On parle de cosmétiques, je donne toujours cet exemple. Il est avéré que la peau, les peaux caucasiennes ont besoin de moins de produits cosmétiques que les peaux, on va dire, noires. Donc, en fait, à la fois par
par culture et même par besoin, on consomme déjà beaucoup plus de cosmétiques. Donc, en fait, on est des experts de la beauté. Moi, à 6-7 ans, je savais déjà que je devais mettre de la crème quand je sortais de ma douche. Je le vois, mon fils aujourd'hui, c'est moi qui lui mets de la crème. Et au début, il me dit, mais pourquoi tu fais ça, papa? Il est métis. Mais je lui dis, mais si, parce que en fait, ta peau doit être protégée. Bon, donc, c'est de la transmission. Chez nous, ces gestes, parce que le luxe, c'est des codes, c'est des gestes. On parle de transmission. C'est un geste de luxe qu'on fait là, à ce moment-là. Au moment où je lui apprends à mettre de la crème, mais c'est pour lui, c'est pour dans 10, 15, 20, 30, 50 ans plus tard. C'est à la fois nécessaire, mais c'est aussi pour d'autres populations futile. C'est ça le luxe. Euh, Thomas, quelle collaboration gagnant-gagnant les créateurs africains peuvent-ils espérer, les artisans africains et les créateurs africains, peuvent-ils espérer des créateurs occidentaux ou des maisons occidentales? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a des partenariats, et puis, comme l'expliquait Ali, on fait un partenariat et puis ciao, après on s'en va une fois qu'on a fait Alors, le job. Donc, merci pour la question. rapidement, on a Oui. 2 minutes. Mais alors, en 2 minutes, c'est la question. Le talent africain qui vient d'Afrique doit amener son expertise, il doit amener sa créativité, surtout il doit développer sa vision. Ce n'est même pas forcément, et c'est pour ça que je dis que la question demande un plus long développement, ce n'est pas forcément une question de tout de suite collaborer. Je ne sais plus, je crois que c'est Ali ou je ne sais plus qui disait, déjà développe-toi, déjà développe ta proposition. Peut-être que tu n'auras même pas besoin de collaborer. Moi, je le répète, je donne un exemple. TB Magougou, il n'a pas forcément collaboré, il a été détecté, c'est un talent, il est resté en Afrique du Sud et il fait une proposition qui est luxe, on va dire mode africaine. C'est tout. Mais justement, quel rapport, quelle collaboration gagnant-gagnant, c'est ça aussi. Et comment se protéger finalement quand on est approché par une maison Alors attention, là vous dites encore, il y a encore 2 questions. Est-ce que c'est une collaboration win-win, gagnant-gagnant, voilà. ou une façon de se protéger? Ce n'est pas la même chose pour moi. La collaboration. Oui, il faut se protéger. Oui, mais on est dans une industrie où en fait aujourd'hui, quand vous allez faire une collaboration, ben déjà vous vous ouvrez. Si vous vous ouvrez, c'est comme dans la vie en fait. Dans la vie, il y a des risques. Bien sûr qu'on est dans une industrie créative et dans l'industrie créative, qu'est-ce qu'une inspiration? C'est ça le problème. Parce que quelle est la différence entre inspiration et copier? Ça arrive tout le temps. Il faut que, par exemple, et c'est en cela que c'est important, c'est une industrie. Ce n'est pas juste un hobby, c'est une industrie, c'est un métier, c'est un travail. Donc, il y a des codes, il y a des lois, des règles qu'il faut respecter. Et peut-être que pour les talents africains, par exemple, c'est déjà comment on protège nos idées ou nos créations. Moi, je leur donne une solution. La blockchain aujourd'hui aide énormément. Sauf que ça, pour l'instant, on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, en Afrique, tu as un téléphone. Avec un téléphone, tu es connecté à Internet. Tu as tout, en fait. Donc, il faut juste leur apprendre, transmettre et puis protéger leur créativité, leur création. Vous voyez? Le win-win, la collaboration viendra. Les grandes maisons ont besoin, c'est naturel, les grandes maisons ont besoin de s'inspirer. Elles ont besoin de voir des choses nouvelles. C'est normal. Ali parlait du cas de Dior. C'est normal. Dior a un programme sur 1 an. Sur 1 an, ils ont 2 shows de haute couture. Ils ont 4 shows. Ils ont 2 autres shows pour hommes, 2 autres shows ready to wear pour femmes. Et entre-temps, ils ont des croisières. Donc, vous vous doutez bien qu'ils vont pas avoir le temps de rester là. Ce que la maison amène à l'artiste, à l'artisan ou au créateur africain, c'est la lumière. Et cette lumière, l'artisan africain doit la prendre, capitaliser dessus et continuer son travail. C'est tout. Il ne faut pas s'attendre de la maison qu'elle le prenne par la main. Non, c'est un business. Et dans un business, chacun a ses intérêts. L'Africain doit prendre la lumière et la maison vient prendre un peu plus de créativité, un peu plus de nouveauté. Et moi, je vais vous prendre votre temps de parole. Merci infiniment, Thomas, pour toutes ces précisions. C'est vraiment frustrant de vous quitter, mais malheureusement, l'horloge tourne. Merci à tous, vraiment, et à toutes, Maryse, Ali, Alain et Thomas, bien sûr, pour cette participation à Africa Fashion Up. Des rendez-vous seront pris pour très très bientôt, mais je laisse le mot de la fin à Valerica, la cofondatrice de Africa Fashion Up. Merci Maryse. Donc,
juste pour conclure, Marie-Jeanne, Africa Fashion Hub est la première grande manifestation parisienne consacrée à la mode africaine contemporaine et il a surtout pour objectif d'offrir un espace de grande visibilité aux jeunes créateurs et innovateurs du continent africain qui proposent des approches résolument innovantes pour aborder les grands enjeux auxquels sont confrontés l'Afrique et le monde actuel. Donc, les 5 jeunes créateurs africains qui ont été sélectionnés par le jury seront invités à participer au masterclass, au mentoring avec nos partenaires, comme je disais tout à l'heure, Balenciaga, La Chaussée, dont l'objectif est de leur fournir les outils et les connaissances nécessaires pour développer et pérenniser une marque de mode. Des formations seront données aussi en fonction du profil des lauréats pendant 6 mois. En plus de ces masterclass, les lauréats profiteront d'une exposition d'excellence auprès du monde de la mode parisienne et internationale, notamment grâce à des rencontres avec de grandes marques parisiennes et les professionnels du milieu. Donc, je vous invite tous à nous retrouver le 17 septembre à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris pour suivre le défilé de ces jeunes créateurs. Merci infiniment Valérie, merci Valerica et merci à tous. Donc rendez-vous en septembre, masqués ou démasqués, mais en tout cas avec toute cette énergie, toute cette positivité que vous avez et surtout cette érudition qui vous anime et qui nous fait tant plaisir et surtout qui nous grandit. Merci pour la mode, Africa Fashion Hub. On se lève tous pour la mode africaine. À très bientôt. Au revoir. Bye. Au revoir. Merci beaucoup.